Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, un JTech entièrement consacré à la cybersécurité. 01net TV s'est posé cette semaine au FIC à Lille. Nous avions en plateau les meilleurs spécialistes et on commence avec Corben, la star des blogueurs en informatique qui nous parlera de Yes We Hack. Oui, nous hackons tout un programme. Que doit-on faire en cas de cyberattaque ou plus précisément en cas de ransomware? Nous avons un spécialiste qui nous donne la ligne de conduite à adopter. Delphine Sabatier s'est essayée à la cyberdéfense et oui, vous découvrirez ça dans sa chronique Le Zoom Actu. Comment ça marche la numérisation de tout un réseau électrique? C'est Enedis qui viendra nous expliquer tout ça. Le JTech chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Manuel Dorn, vous le connaissez sans doute plutôt sous le nom de Corben, le blogueur influent dans la sphère informatique, lance une plateforme Yes We Hack. Objectif, challenger les entreprises sur leur sécurité informatique avec des hackers chasseurs de primes. Il nous explique tout ça dans le 01 Live. C'est ça, par exemple on a comme client OVH, qui est le premier hébergeur je pense en Europe, qui a son bug bounty chez nous. Et donc en fait c'est très simple, OVH a signé un contrat, définit un périmètre. Donc le périmètre c'est tout simplement les règles du jeu en fait, c'est comme un jeu de société, on définit les règles, il faut que le chercheur en sécurité, le chasseur, les respecte. Et puis nous de notre côté on a aussi un contrat avec le chasseur, voilà, tout ça c'est virtualisé, enfin c'est sur la plateforme et puis après ça se fait on va dire dans le bon esprit, parce que d'un côté il y a la société qui va jouer le jeu parce qu'elle veut des remontées de failles pour pouvoir corriger, être proactive et corriger au plus vite, et de l'autre côté il y a le hunter, le chasseur, qui veut remonter des failles de qualité parce que il veut toucher des belles primes, donc c'est dans son intérêt de faire du bon travail et d'être sérieux, et de deux il veut aussi des points pour monter dans le classement, parce qu'il y a aussi un petit côté égo avec un classement, un côté jeu. Et en plus, ces points vont lui permettre aussi de valoriser son CV, parce qu'on a une partie job board, comme je disais au début. Donc tout ça c'est lié, et on peut estimer le côté opérationnel de quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait sur la plateforme de Bug Bounty. Légalement, ça a une valeur ce contrat, ou c'est vraiment juste vous assurer que l'entreprise ne va pas porter plainte? Légalement, parce en fait, France, on a déjà une législation qui autorise le bug bounty. Tant qu'il reste dans les clous sur le programme de Bug Bounty, il n'y a pas de risque, parce qu'en fait, l'entreprise ne va pas porter plainte contre quelqu'un qui a respecté son programme de Bug Bounty, parce que de toute façon, ça ne tiendrait pas. C'est un contrat de confiance. Voilà, c'est ça, c'est bonne entente, et voilà. Ok. Corben, on a une question un petit peu sur le business de ce métier-là. La question de Tanguy. Peut-on dire que les métiers liés à la cybersécurité sont des métiers d'avenir? Oui, je pense clairement. Avec tout ce qui se passe, surtout en ce moment, avec on va dire les pays qui se referment un peu sur eux-mêmes et les attaques qui viennent de Russie, des États-Unis, enfin de partout. Oui, c'est de plus en plus gros. Enfin, on le voit, c'est un marché qui est de plus en plus énorme. Avez-vous déjà été l'objet d'un ransomware? Ce type d'attaque se développe énormément. Ça consiste en fait à bloquer toutes vos données en attendant que vous donniez une importante somme d'argent. Que faire en cas de ransomware? Les réponses de Laurent Hainaut de Symantec. La première chose à dire, c'est de ne pas payer. Oui, mais alors ça, c'est facile à dire. Comment je récupère mes données alors? Parce que vous avez fait un backup avant, parce que vous êtes quelqu'un vous avez préparé, vous avez des trésors numériques, donc vous avez fait attention, donc vous avez sauvegardé, vous n'avez pas fait une copie sur un disque dur, potentiellement même dans le cloud, vous avez bien fait une sauvegarde, parce que la copie va être chiffrée de la même manière. C'est comme ça que ça procède dans les entreprises. Sauf dans le cloud, on est d'accord? Non. Dans le cloud, à partir du moment où le cloud est vu comme un disque dur complémentaire, ce qui va être dessus va être chiffré de la même manière. Chiffré aussi? Oui. Et qu'est-ce que vous appelez la différence entre copie et sauvegarde? Une sauvegarde, c'est lorsque vous avez un logiciel, quand vous achetez un disque vrai dur logiciel externe. de sauvegarde. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas un certain nombre, c'est pas tout un certain nombre de fichiers, c'est un gros fichier qui est mis à jour petit à petit lorsque vous faites votre sauvegarde tous les jours, toutes les semaines en fonction des besoins. Il ne faut pas faire un copier-coller en fait. Il ne faut pas faire un copier-coller. Si c'est comme si vous avez un disque dur supplémentaire, et un disque dur supplémentaire qui sera chiffré, et c'est comme ça, c'est là qu'on voit effectivement des demandes de rançon qui montent à des centaines de milliers d'euros, voire des millions, parce qu'il y a des gigas, des terras de données qui sont cryptées par le ransomware sur le disque, les Est-ce que vous êtes en train de dire que si j'ai une, deux, même plusieurs copies, même si elles ne sont pas branchées
simultanément. Au moment où je vais la brancher, elles vont toutes se bloquer, c'est ça que vous dites? Alors si elles ne sont pas branchées et si vous êtes infecté entre-temps, effectivement, non, on peut considérer que vous avez une sauvegarde. Mais si elle est branchée à un instant T, vous avez un disque dur externe qui est branché, là c'est pas bon. Il va être crypté aussi. Laurent, comment prévenir tout ça? Est-ce qu'il y a des conseils ou peut-être des conseils de bon sens à donner à tous ceux qui nous regardent? La première chose, c'est toujours la même. C'est vraiment de réfléchir avant de cliquer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est parce que c'est Internet, eh bien, c'est un peu comme à l'époque, vous avez vu à la télé, donc c'est bon, on y va. Non, il faut se poser des questions. Est-ce que je connais l'émetteur? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on m'écrit, etc., etc. Donc ça, le premier filtre, c'est l'individu. Ensuite, il faut avoir effectivement des suites de sécurité. On ne parle plus d'antivirus parce que les virus, il n'y en a plus. Il faut être très honnête là-dessus. Il n'y a plus de virus. La notion de viralité. Non, vous savez quoi, c'est pire. L'aspect épidémiologique n'existe plus. À l'époque, en 2000, on avait 5 virus par jour. En octobre de cette année, c'était 3 millions de nouveaux logiciels maliciels par jour. Incroyable. Donc cette notion épidémiologique a totalement disparu. Donc c'est pour ça qu'on parle de suite de sécurité, parce qu'on empile les différentes couches. Et typiquement, maintenant, eh bien, on a des outils qui spécifiquement détectent les outils qui ont tendance à vouloir chiffrer des informations. Toujours dans le même esprit, sauriez-vous vous défendre face à une cyberattaque? C'est la question que s'est posée Delphine Sabatier. Elle a assisté à un cyber-entraînement chez Blue Force sur le FIC. Elle était coincée entre une Red Team et une Blue Team. Elle vous explique tout ça dans ce Zoom Actu. Ouais, en fait, ce matin, je me suis précipitée dans un camp d'entraînement en cyberdéfense. Vous voyez les cours de self-défense. Je savais que Delphine aimait les camps comme ça un peu. On fait du kung-fu et de savoir se défendre dans la rue. Là, c'est un peu la même chose, façon cyber. Delphine kung-fu. C'est un concept assez unique. C'est le premier concept en Europe c'est quoi, du voilà, cyber Krav Maga? C'est vraiment physique, c'est vraiment concret. Alors, je vous explique, il y a 4 composants en fait qui font ce centre d'entraînement. Il y a un premier composant, c'est une valise dans laquelle on a simulé tout mon environnement. Donc mon environnement informatique bien évidemment, les outils avec lesquels je travaille, mon métier, tout ça est simulé dans une valise SCADA. Et puis il y a un deuxième composant, c'est la Blue Team. Alors la Blue Team, c'est des gens qui sont habillés en bleu, dont moi par exemple, puisque je dois faire attention. J'espère qu'on a des images. On a des images de Delphine habillée en bleu? Mais malheureusement, j'étais pas habillée en bleu, j'ai pas eu le temps. Oh non! Zut. Delphine en Schtroumpf, j'aurais bien voulu voir ça. Donc moi je faisais partie de la Blue Team. Mon job c'était de faire attention à ce que mon environnement soit safe et pas piraté. Ensuite, il y a une troisième composante, c'était les méchants. Donc là c'est la Red Team. Eux, je dis les méchants en même temps, ils étaient plutôt sympas. Hein. C'est des hackers professionnels qui sont là pour simuler une attaque. Donc ils sont là pour nous entraîner, pour voir comment on va se débrouiller face à un problème informatique. Et la quatrième composante, c'est des serveurs, c'est un champ de bataille. Alors là, c'est les attaques, tout le monde est sans pitié et à chacun de se débrouiller. C'est vraiment un concept unique en Europe parce que c'est par des professionnels, des hackers éthiques. Alors on en parlera, vous en parlerez avec Corben tout à l'heure. Ça veut dire que c'est des gens qui sont salariés, qui sont employés et qui sont là pour tester les infrastructures et donner des bonnes pratiques. Et alors, est-ce que tu as appris des choses Oui. Est-ce que tu es ressorti de ce stage grandi? Oui, absolument. Non, en fait, il faut quand même, c'est très sérieux, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, il y a une formation individuelle, ensuite il y a un entraînement individuel et un entraînement collectif. Moi, je suis passée à la phase entraînement collectif en 5 minutes. Directement dans le grand bain. Autant vous dire que je n'ai pas encore le front, c'est par là. Allez-y, soldat Sabatier, démerdez-vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc quand je vous dis que c'est un environnement très réel, c'est-à-dire qu'on est avec les mêmes outils. Alors ce que j'ai vu, c'est que par exemple, ils travaillent dans le domaine industriel. Ils sont capables de reproduire les automates qui vont gérer le traitement de l'eau. Et ils sont capables de simuler une attaque qui va augmenter par exemple le taux de chlore dans le filtrage de l'eau. Alors comment on réagit? À partir de quoi on s'en aperçoit? C'est le genre de cas qui a été étudié. Il y a eu un cours de formation aussi sur du médical. Et là, malheureusement, les gens s'en sont très mal sortis. Il y a eu un mort, alors un mort heureusement virtuel. Mais on a simulé une attaque au taux d'insuline sur un diabétique qui était en soins. Et donc, il ne s'en est pas sorti. Voilà. C'est juste pour montrer que c'est des gestions de crise très importantes. Il y a aussi la DGA, la Direction Générale de l'Armement française, qui utilise Blue Force pour s'entraîner, pour entraîner ses équipes à réagir en cas d'attaque d'un niveau national, voilà, d'un niveau critique très important. Donc pour l'instant, il y a un camp
physique à Vannes. Et il y en a un autre, donc là c'est annoncé au FIC aujourd'hui, Et globalement, qui va ouvrir Tour Montparnasse à Paris. Donc on pourra, 01net TV, tous ensemble, aller je s'entraîner. sens qu'elle va nous envoyer là-bas de force. Oui. Tu sais. Enedis connaît une révolution. En fait, la société, le distributeur d'électricité partout en France, numérise tout son réseau électrique. Comment cela fonctionne? Qu'est-ce que ça implique? Enedis était sur le plateau de 01net TV. Alors concrètement, je le disais, le rendre observable. Donc pour le rendre observable, il faut des capteurs. Donc pour savoir l'intensité, la puissance, mais également avoir une parfaite connaissance en tout point du réseau, l'état du réseau électrique, pour pouvoir adapter en temps réel ces chemins d'électricité quand l'énergie renouvelable, en grande majorité issue du vent ou du photovoltaïque, sont des énergies intermittentes, elles sont non prédictibles et donc elles vont avoir des variations de plus en plus importantes et de plus en plus court terme. Il faut que notre réseau soit dynamique et puisse s'adapter en temps réel à ces variations. Ils sont où? Ils sont dans le compteur Linky par exemple, le nouveau Alors, compteur? On a plusieurs capteurs, tout à fait. Celui qui est le plus visible aujourd'hui pour le client, c'est le compteur communicant Linky, puisque c'est celui qu'il voit chez lui. Je dirais que c'est l'interface entre la transition énergétique et le client. C'est-à-dire qu'il va lui permettre d'avoir accès à ses données de consommation et le rendre acteur de la transition énergétique. Bien entendu, il nous permet d'avoir des données de consommation des clients, mais on va également avoir sur le cheminement des réseaux, il faut savoir que c'est 1,3 million de kilomètres de réseau Enedis en France, 82 000 kilomètres en région Hauts-de-France. En différents points stratégiques du réseau, on va positionner des capteurs et on va pouvoir savoir à tout moment quel est l'état de ce réseau. Et donc les capteurs avec différents types de connectivité, soit des connectivités un peu classiques en adresse IP comme on le connaît, mais également des nouveaux capteurs communicants avec la technique de l'Internet des objets, l'IoT, avec des moyens de communication comme Sigfox ou LoRa. Et c'est ainsi que ce JTech se termine. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez commenter, partager, liker cette vidéo. Et je vous dis bon week-end.